88.4 Top Congo FM. L'invité. La Constitution de 2006 a-t-elle été rédigée à l'étranger par des étrangers qui ont rédigé la loi fondamentale actuelle de la République démocratique du Congo? L'invité de la rédaction, c'est le professeur Auguste Mampouya, l'un des experts qui a participé à l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution congolaise. Le texte qui a évolué, qui est devenu la Constitution de 2006, a ses origines dans des travaux qui ont eu lieu à Simisimi, dans la banlieue de Kisangani, de la commission constitutionnelle du Sénat de transition. Et le Sénat s'était fait adjoindre quelques experts. Nous étions 6 aux côtés de la commission du Sénat. Je commence par moi parce que j'étais à l'époque le seul professeur de la mission. Puis il y avait Jean-Louis Sambo, le seul étranger qui était avec nous, le professeur Elijah Mbodj, sénégalais. Mais Elijah Mbodj travaillait avec les Congolais depuis Sun City au titre d'expert de l'Union européenne. Il avait travaillé dans la constitution de transition et tout ce qui s'est passé à Sun City, il en était. Et puis il y avait l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gustave Maluma Mangula. Il y avait le jeune et brillant Marcel Ochokonda, qui est aujourd'hui professeur. C'est vous qui avez écrit l'avant-projet de la Constitution. La première mouture est venue de Simisimi et n'a pas été dictée même pas par les belligérants congolais. Il y a une liste de 21 personnes dont vous faites partie, avec au moins 13 étrangers et 8 Congolais. Il y a parmi ces étrangers, il y a des gens qui ont travaillé avec nous, effectivement. Parmi les étrangers, on vous a cité le professeur Kabamba. Et puis, il y a quelques Belges qui sont passés. Le président Bossuet, qui était président de la Cour d'arbitrage de Belgique, qui tenait lieu de cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils ont eu une cour constitutionnelle comme nous. Il est venu ici avec 2 ou 3 de ses assistants qui sont rentrés dans les 2 jours qui ont suivi. Ils n'ont jamais travaillé avec nous en permanence, invités d'ailleurs par les membres des institutions, qui venaient des rangs de l'opposition à Kabila. Mais le projet, ce n'était plus Simisimi quand ils sont venus. Ils sont venus travailler sur la mouture adoptée par le Sénat. Donc ils sont venus après le travail des experts que vous étiez. Tout à fait. Ils sont venus après, ils ont travaillé à continuer avec nous. Je viens apprécier l'apport de Bob dans ce travail, mais c'est tout. On parle de Pierre Mazeaud. Pierre Mazeaud était à l'époque président du Conseil constitutionnel français. Pierre Mazeaud a été envoyé ici dans le cadre gouvernemental. Nous avons rencontré Pierre Mazeaud dans un dîner à l'ambassade de France avec, à cette époque-là, Sambo, moi-même, le professeur Célestin Kabouya et le professeur Évariste Bocha. Nous étions à 4 Congolais, plus lui, Mazeaud et l'ambassadeur de France. On a discuté à bâton rompu. Il n'a jamais siégé avec nous dans les travaux, ni pris part à l'élaboration de quoi que ce soit. Mais tous ces experts étrangers, ils venaient juste donner des avis sur votre texte. Il y a beaucoup de noms sur cette liste que je ne reconnais pas. Je reconnais le Mauricien qui a été consulté sur une question. Annie, oui, qui a été consulté sur une question. Comment est réglée chez eux la question du chef de l'opposition? De même que Elijah Mbodj a indiqué comment est réglée cette question au Sénégal. Je dois faire remarquer que ce qu'ils nous ont présenté n'a pas été retenu par les décideurs congolais. Par exemple, pour Maurice, où le chef de l'opposition, c'est le chef du parti d'opposition qui a le plus de députés à l'Assemblée. Lorsque vous rédigez en tant qu'expert, est-ce que vous avez tenu compte des réalités congolaises? Je répondrai facilement à ceux qui disent ça, s'ils nous peuvent nous dire telle disposition est contre notre réalité qui est ceci. Une réalité, c'est par exemple que le président de la République est interpellé par la population sur des questions qui relèvent du gouvernement. Alors c'est le président de la République qui devrait avoir les pleins pouvoirs pour... La population ne connaît pas cette distinction entre président et gouvernement. La population ne connaît pas quelles sont les attributions, les prérogatives du président et celles du gouvernement. Il ne faut pas oublier que la population congolaise est restée longtemps sous la dictature. On ne voyait qu'une seule personne. On voudrait nous ramener à ça. Et le régime où il y a un seul qui fait tout, on l'a connu dans ce pays. On l'a subi dans ce pays, sous Mobutu. Et je vous fais remarquer que les vraies réalités congolaises
ont été relatés à la conférence nationale. À la conférence nationale, on a été contre telle pratique, contre le pouvoir personnel, contre la perpétuation du pouvoir. Ça, ce sont les réalités historiques dont il faut tenir compte aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit nouveau dans cette constitution. C'est une formalisation de toute la lutte qu'a menée l'UDPS et Étienne Tshisekedi. Je cite spécialement parce que même à la conférence nationale, tout s'est fait autour d'Étienne Tshisekedi. L'article 220, c'est moi qui ai écrit l'article 220. Mais j'étais inspiré par quoi? Par cette lutte, quand on a refusé le pouvoir personnel, quand on a refusé que quelqu'un s'éternise au pouvoir. Mais c'est tout ça qui est traduit dans l'article 220. Le seul débat intelligent que des partis politiques congolais aient mené dans ce pays date des années 58-60. C'est le débat entre unitaristes et fédéralistes. Alors on parle aussi de cet article qui dit que la RDC peut délester sa souveraineté au profit de l'Union africaine. C'est un article qui a été inscrit pour la première fois en 1967 sous Mobutu, le champion de l'unité congolaise. Enfin, il passe comme ça dans l'histoire. Et c'est lui qui a introduit cette disposition. Les gens doivent savoir aussi, ils doivent connaître l'histoire. 67, c'est quoi? C'est le sommet de l'Union africaine à Kinshasa. C'est donc très symbolique, ça. Et tous les bons étudiants en droit savent, quand ils étudient le cours de politique étrangère du Congo, que la vocation africaine du Congo est parmi les 3 ou 4 principes fondamentaux de la politique étrangère congolaise qui se suivent jusqu'aujourd'hui. La constitution de transition adoptée par la CNS a repris cette disposition. Article 108, que les gens aillent lire, les gens ne se lisent pas. Ce n'est pas une constitution belligérante, cette constitution? Ça n'a rien à voir. Mais il faut bien qu'il y ait des gens, à l'époque, en 2006, 2004, 2005, 2006, il y avait qui? La classe politique congolaise, c'était quoi? C'était les gens qui étaient au gouvernement de Kinshasa, les gens qui étaient dans la rébellion, les gens qui étaient dans l'opposition. Sont les composantes de Sun City. Mais vous voulez inventer d'autres Congolais. Il n'y avait que ces secteurs et la société civile, ces 4 secteurs où se trouvaient les Congolais qui agissaient. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit changer cette constitution? C'est opportun aujourd'hui, le changement de la constitution? Vous savez, je revendique ici, et tout le monde le sait, que j'étais parmi les rédacteurs, avec tous ceux qu'on a cités là. Mais j'ai été le seul parmi les rédacteurs à avoir milité pour le rejet de la Constitution au référendum. Pourquoi? Parce que certaines des options que nous avions présentées, qui étaient des options progressistes, le progrès dans le développement démocratique, avaient été rejetées par les décideurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les gens reviennent encore là-dessus. Ah, dans la Constitution, là, l'ancien Premier ministre ne peut pas être jugé, l'ancien président ne peut pas être jugé, etc. Parce que c'est ce qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle avait dit. Mais moi, j'étais contre la Constitution à cause de cela. On doit laisser ces gens, ils ont beau être des autorités, être soumis à la justice normale qui juge tous les Congolais. Donc, on n'est plus à l'époque où les dirigeants doivent être considérés comme jadis le roi, de droit divin. Et pour moi, déjà à l'époque, dans les propositions que j'avais moi écrites à Kisangani, c'était ça. Ils sont jugés par les juridictions ordinaires, selon le droit commun. Mais ceux qui parlent du changement, ils nous disent rien. Ils nous disent, elle va à l'encontre de nos réalités. Quelle réalité? Dites-les. Et telle disposition va à l'encontre. Il y a aussi l'opportunité du moment. Est-ce le moment, etc. Ça ne me préoccupe pas. Ça ne fait pas partie de la science, c'est politique. Donc à voir. Cette disposition de l'article 217, vous l'avez cité tout à l'heure, sur la souveraineté, je vous dis, ça n'a rien à voir avec la Constitution de 2006. Elle n'a fait que reprendre ce qui était déjà la tradition au Congo. De même qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont la même disposition. Le Sénégal, le Gabon, ils ont la même disposition. Et vous croyez que tous ceux qui se disent aujourd'hui panafricanistes, ils ne sont pas dans cette vision-là? N'en parlez pas comme ça, juste pour changer. Mais une commission sera mise en place, une commission d'experts multidisciplinaires va travailler sur ça. Je ne suis pas dans cette perspective. Je laisse
Ces gens-là, vous allez voir, ils vont se précipiter au portillon. Si vous êtes invité, vous, à participer à cette commission, si vous êtes invité? Qui va m'inviter? Le chef de l'État, si le chef de l'État vous invite, vous allez dire non? Je ne dis pas ça. De toute façon, pour moi, c'est pas encore la question. Tout le débat a montré les orientations que les gens veulent. Et je vous dis, c'est que les uns et les autres, surtout, je ne parle pas du président spécialement, mais tous ceux qui ont commencé ce débat. Et on a vu le sens dans lequel il l'orientait, c'était pour nous ramener à Mobutu, sans Mobutu. Et ça, n'importe quel patriote de bon sens devrait refuser ça. Professeur Auguste Mampouya, je vous dis merci. Merci beaucoup, Eric. En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis? En grande partie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau. On a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la Constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué. Donc, on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes et nous avons compilé et la compilation de tout ça a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, adopté promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi? Une photocopie de la constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui. La constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit? Faire la même chose? Vous aviez une copie de départ et... ce que vous devez savoir, c'est que généralement... Adapté à la RDC? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment bien précisée, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme. Et le RCD Goma était aussi pour le clan, pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions, nous ne pouvons pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution? On en a beaucoup parlé,
vous avez parlé de l'école Beauchamp, donc il en faisait partie. Et oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne voulait plus le régime Mobutu, on ne veut plus de régime Kabila Père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Et alors il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez les personnels politiques du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait, que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui se justifie encore? Monsieur Le Sakweno, la constitution de 2006 n'est pas adapté au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation ? Avec une hiérarchisation, bien entendu. Le président répond du Premier ministre? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation... Par le Premier ministre en collaboration avec le Président de la République. Avec le Président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. Mais qui la définit? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent le même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas des passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le Président. Le Président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si
au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité, ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution, pourra l'être en 2020? Au fait, la question elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel, et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une